Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui la journée internationale des droits de l'homme. Nous la commémorons, mais nous ne traiterons du sujet que le samedi 12 décembre. Parce que El Magharibiya, qui accorde une importance capitale à ce sujet et qui scrute avec une grande vigilance les violations en tout genre des droits de l'homme en Algérie et au Maghreb, a donc décidé de prendre du recul, d'observer la société civile, les médias, l'intelligentsia, la classe politique, le régime, appréhender leur action ou leur réaction à cette très sensible question pour pouvoir enfin livrer à nos téléspectateurs une lecture appropriée dans une véritable couverture spéciale. Samedi 12 décembre donc. Aujourd'hui, nous aborderons les sujets de l'heure, toute cette agitation qui s'est saisie du sérail politique, ces soubresauts qui agitent les clients du régime, la sortie publique de Toufiq, de Sadani, de Hannoun. Nous essaierons de comprendre ce qui suscite de telles contorsions. S'il est question d'une vaste reconfiguration menée de main de maître par des milieux dont presque personne ne connaît ni la composition globale, ni le mode de fonctionnement, ni encore moins les véritables objectifs. Oui, en l'occurrence, ni les médias, ni les habituels observateurs et autres analystes de circonstances ne nous disent si ces mouvements d'humeur qui crèvent la surface de plomb d'un régime hyper fermé sont les prémices d'une recomposition, d'une reconfiguration, de la mise sur rail d'une succession annoncée, ou si au contraire c'est le début d'une débandade, d'une débâcle somme toute prévisible, puisque tant va la cruche à l'eau qu'elle finit inéluctablement par se casser. Nous évoquerons aussi, à titre d'exemple, d'une sorte de schizophrénie politico-économique, la rallonge d'un autre budget déjà faramineux pour l'achèvement d'une résidence présidentielle à Tlemcen qui portera, ce rallongement portera sa valeur, la valeur de cette résidence présidentielle, à 1000 milliards de centimes. 1000 milliards de centimes. À un moment où des projets en tout genre, y compris des hôpitaux, sont gelés, voire quasiment annulés. Une dépense choquante pour construire une résidence secondaire d'un président qui va soigner ses bobos en France et qui gèle la construction d'hôpitaux pour les citoyens lambda. C'est vous dire. Une dépense choquante en soi, mais qui semble ne choquer personne, ni même inciter le régime à un peu plus de pudeur, puisqu'il ne s'en cache même pas. Il est en territoire conquis, vraisemblablement, définitivement pacifié, croit-il du moins. Autant dire que les prévisions de certains ne se seront pas vérifiées. Il nous disait que la réduction alarmante des ressources financières et l'austérité annoncée, qui ne manquera pas de gréver lourdement le niveau de vie des classes sociales les plus vulnérables, allait inciter le régime à plus de retenue. Ce n'est vraiment pas le cas, puisque celui-ci ne prend même pas la peine de dissimuler ses frasques et ses excès. Est-ce parce qu'il a la conviction que la société civile est neutralisée, que la rue ne bougera pas, ou est-ce parce qu'il n'est pas conscient qu'il a franchi le Rubicon de la pudeur? En tout état de cause, force est de constater que rien ne semble ébranler ce pouvoir, pas même la très étrange sortie publique de l'homme le plus secret du régime et qui fut son rouage central, pas même la très étrange prise de bec entre deux personnalités politiques de premier plan pour le régime bien sûr. Rien ne semble inquiéter les vrais décideurs qui continuent de faire peser sur la scène politique un point d'acier
qui s'abat sans l'ombre d'une hésitation sur quiconque ose brancher seulement. Serait-il un général ou un général-major? Même si ce régime laisse à dessein des soupapes d'échappement expulser le trop-plein de pression. Aujourd'hui, TSA, lettre de Toufik, procès des généraux, les réponses de l'avocat Mostefa Bouchachi, par Ahmed Boubkri. Le quotidien d'Oran, résidence d'État à Tlemcen, près de 1000 milliards de centimes en temps de crise, par Monsef Ouafi. Le soir d'Algérie, Hanoun réplique à Saadani, c'est vous qui vous noirez, pas Toufik, par M. Kepsi. Avec nous aujourd'hui, par ordre alphabétique, comme d'habitude, Abdou Sammar, journaliste, Alger, Hassan Loussef, journaliste, Paris, Adlan Zinaï, avocat et ancien juge d'instruction militaire, Constantine. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Merci Jamal. Merci. C'est toujours un plaisir de te retrouver, de pouvoir échanger, débattre avec toi. Le plaisir est pour moi, mon cher ami. Alors, Abdou, d'abord, commençons par cette fameuse rallonge du budget pour la résidence présidentielle à Tlemcen, une résidence secondaire, et plus que secondaire, hein, c'est tertiaire, je ne sais pas comment on pourrait la qualifier, une résidence somptueuse en tout cas, qui va coûter au moins 1000 milliards de centimes. Écoute Jamal, nous en avons parlé en tout cas moi dans mon média Algérie Focus et même au cours de notre émission qui était censurée Jazeera Weekend l'année dernière où on avait cité, on avait montré les photos de cette résidence qui était à l'arrêt, qui avait déjà consommé 4000 milliards, donc l'équivalent d'une quarantaine de millions d'euros. Cette résidence était confiée... Pardon Abdou, pardon. On nous avait dit qu'elle avait coûté quelque chose comme 500 milliards, pas 4000 milliards. 500 milliards. Elle avait déjà consommé un premier budget qui était complètement opaque. Après, lorsqu'on parle en centimes, c'est pas lorsqu'on parle en dinars. Nous, on parlait en centimes. En centimes, d'accord. Voilà, donc on parlait en centimes, on parlait pas en dinars. En centimes, 4000 milliards, ça fait l'équivalent, même pas une quarantaine de millions d'euros qui ont été déjà consommés. C'était une résidence qui a été confiée à une entreprise égyptienne. C'est un architecte égyptien qui devait la faire. Elle devait être réceptionnée, selon nos informations, au beau milieu, ou bien avant de Tlemcen, capitale de la culture islamique. L'opacité qui entoure ce projet a fait en sorte qu'on ne sait même pas la vérité, pourquoi elle n'a pas été livrée, quelle est son utilité. On sait que c'est une résidence où M. Bouteflika devait aller se reposer là-bas. Mais vu ses péripéties, sa maladie, le projet n'a jamais été remis en cause. Pourquoi monsieur malade diminué aurait eu besoin d'une résidence pour aller se reposer dans un coin, alors que lui se repose davantage à Zeralda, où il a déjà une résidence, quand il se déplace, malheureusement, il ne se soigne pas à Tlemcen, mais il se soigne en France. Il y a eu une commission, je vous apprends, l'année dernière, je l'avais révélé, il y avait une commission de la Cour des comptes qui s'est déplacé à Tlemcen, selon nos informations l'année dernière, qui a rencontré l'ancien wali de Tlemcen, qui était nommé plus tard ministre, et imaginez, lorsque les juges de la Cour des comptes ont voulu demander des explications à cet ancien wali, qu'est-ce qu'il leur a répondu, celui-là, selon nos sources? Il leur a dit, écoutez, vous êtes qui, vous, pour pouvoir demander des comptes à ce projet? Ça s'adresse à un projet qui bénéficie à Monsieur le Président de la République, et Monsieur le Président de la République, il a droit à tous les projets, à tous les conforts. Imaginez l'abus de pouvoir qui a été légitimé par un commis de l'État. Il y a eu depuis, le rapport de la Cour des comptes n'a pas été révélé, on ne sait pas ce qu'ils ont dit, les montants, la nature du projet, comment il a été accordé, la même chose, une opacité totale. Il se trouve juste que ce projet à l'arrêt, ils ont voulu le reprendre pour l'offrir comme la grande mosquée d'Alger,
pour l'offrir à un président qui peut-être ne l'a même pas demandé. On n'a même pas la confirmation officielle que M. Bouteflika a exigé cette résidence. Tout ça, tout cet argent, tout cet gâchis qui va nous coûter peut-être dans les 80, voire les 70 millions d'euros, on ne sait même pas si c'est le président qui le veut. Ça peut être qu'un simple excès de zèle de la part d'un Premier ministre ou de la part d'un ministre ou de la part d'un wali. Parce qu'il faut savoir qu'en Algérie, officiellement, d'après nos informations, les résidences d'État sont gérées comme celles de Club des Pins par le Premier ministre, par les services du Premier ministre. Si on prend Club des Pins par exemple, qui nous coûte déjà entre 40 à 50 millions d'euros par an, et il est géré par ses services, mais nous, lorsque nous on appelle le Premier ministre ou les directions du Premier ministre pour nous expliquer, pour nous donner des comptes sur comment ces résidences sont gérées, l'opacité là, elle est encore totale. Il s'agit donc pour moi d'un fonds spécial, c'est comme l'histoire des fonds spéciaux, c'est un véritable fonds qui est géré comme ils le veulent, lorsqu'ils le veulent, sans que les députés ne puissent s'y intéresser, sans qu'ils puissent rendre des comptes. Et nous, lorsque les médias, on essaie d'enquêter, on est confronté à une omerta totale. Mais Abdou Sammar, est-ce que vous êtes au courant de l'autre projet, Club des Pins 2, qui contient à peu près une cinquantaine de résidences? Abdou Sammar, est-ce que vous m'entendez? Abdou, est-ce qu'il m'entend, Abdou? Est-ce que Abdou Sammar m'écoute? J'ai l'impression qu'il y a un souci là. Abdou Sammar, est-ce que vous m'entendez? Abdou Sammar. Abdou Sammar, on va vous appeler au téléphone, je reviens à vous dans un petit instant. Hassan Lounis. Hassan Lossif. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ahlan Hassan, merci d'être avec nous. Je vous remercie de m'avoir invité. Je salue vos invités et nos chers téléspectateurs. Merci. Alors, Hassan Lossif, vous êtes au courant de ce projet, pas projet, cette rallonge de budget pour la résidence présidentielle secondaire de Tlemcen. Selon la presse, ils auraient rajouté 500 milliards de centimes à 500 milliards qui ont été déjà investis. Et selon Abdou Sammar, il est question de 4000 milliards de centimes. Donc, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez des informations? Sinon, votre commentaire. Oui, effectivement. Donc, il y a quand même une rallonge de 450 milliards de centimes pour un projet qui va coûter 1000 milliards de centimes. Selon Abdou Sammar, comme vous le dites, ça va coûter 4000 milliards. C'est bien ça. Oui, c'est ce que dit Abdou Sammar et il parle d'opacité la plus totale, entretenue à dessein pour empêcher les gens de savoir combien ça coûte, ce que c'est au juste, qu'est-ce qu'ils sont en train de construire, pourquoi ça n'a pas été livré à temps, pourquoi chaque fois c'est rallonge de budget, etc. Le problème, c'est que ce projet a été inscrit en 2005. Voilà, donc et les travaux de ce projet ont commencé en 2009. Alors que l'étude du projet a coûté 20 millions de dinars. Et juste à côté, pas loin du site qui abrite ce projet, qui est en fait sur la route qui mène au plateau de l'Elesti à Tlemcen, une entreprise chinoise a pu construire un hôtel en 12 mois. Et tout cela souligne l'incompétence, la gabegie dans la gestion des affaires de l'État. Et il y a eu un problème avec le Arab Contractors, et là aussi il y a un problème, il y a des questions à se poser. Finalement, le contrat a été résilié, et puis il y a eu une entreprise chinoise qui a été choisie. Et là, on parle de changer le statut du projet pour qu'il soit un hôtel, bien un site, un complexe touristique. Et là aussi, il y a des problèmes, des questions qui se posent. Comment peut-on changer le statut d'un projet, d'une résidence d'État, qui, à la base, ne sert pas à grand-chose,
en un hôtel et en un complexe touristique. Mais Donc, qui a dit que ça pouvait être changé en complexe touristique? c'est un article au quotidien d'Orange, je pense. Oui. Mais bon, c'est... Ça veut dire que c'est de vagues informations avec rien de précis. Oui, et comme vous le savez très bien, dans ce genre de projet, cela nous rappelle l'autoroute Est-Ouest, et beaucoup d'autres projets aussi, il y a des rumeurs, beaucoup de rumeurs qui circulent. Donc, et cela me rappelle l'histoire. En fait, ce projet-là, moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle entre ce projet et celui de la grande mosquée d'Alger. Oui. Un projet qui est évalué à 1 milliard d'euros. Un projet qui est censé être construit sur une surface brute de 4000 mètres carrés et qui est censé abriter 120 000 fidèles. Vous voyez, nous avons affaire à des projets... C'est de la mégalomanie. Voilà, c'est de la mégalomanie. Ouais. Par rapport à une situation que vit le citoyen, Ouais. qui est désastreuse, et qu'on invite à serrer davantage la ceinture pour une austérité à venir qui a été justement avalisée par la loi de finances infamante qui vient de passer. Et, en fait, moi, il y a des éléments qui expliqueraient le lancement de ces projets-là. Premièrement, il y a absence de légitimité historique et de légitimité populaire du président de la République. Tout le monde sait que Bouteflika n'a pas un passé réel dans la révolution algérienne. Et il n'a pas aussi la légitimité populaire requise pour être président. Donc, pour pallier à toute cette lacune, on construit des projets mégalomaniaques, une façon de laisser sa trace dans l'histoire du pays. Bien sûr, quand je parle du président de la République, je parle aussi de tous ceux qui le soutiennent. Restez avec nous, Hassan Lossef. Je reçois à présent Adlan Zinaï, avocat, donc ancien juge d'instruction militaire. Adlan Zinaï, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Monsieur Jamel. Merci. Alors, pour continuer dans le même sujet, qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, cette rallonge pour construction de luxe secondaire à Tlemcen pour le président? Personnellement, je ne sais rien de ce sujet. J'ai lu évasivement, et ça fait 2 heures, sur Internet, un article sur ce sujet. Si ça se confirme, c'est affligeant, en commentaire. D'accord. Vu les situations financières actuelles. Nous ne vous entendons pas très bien. Nous allons faire comme Abdou Sammar. Nous allons vous appeler au téléphone et nous revenons à vous dans un petit instant. Je reviens à présent à Abdou Sammar que nous retrouvons avec le téléphone. Là, Abdou, est-ce que on s'entend bien maintenant? On s'entend très bien, mon cher ami. Très bien. Très bien. En tout cas, on s'entend beaucoup mieux avec toi qu'avec les gens qui sont au régime. Donc, Merci, Abdou. Alors, Abdou, d'abord, pour finir de parler de ce sujet, est-ce que vous avez une idée sur Club des Pins 2, cette fameuse résidence qui a été rajoutée au premier Club des Pins, où il y a une 50aine de villas de très, très, très haut standing, c'est de véritables palaces, à tel point qu'ils ne savent plus à qui les donner, et ils les donnent à personne pour le moment, parce que tout le monde veut habiter là-bas. C'est pas qu'il les donne à personne, Jamel. Oui. Tu es en train de parler des fameux villas et chalets des dunes. C'est à côté, dans un secteur qui s'appelle les dunes, ici à Alger. Voilà. Effectivement, une 50aine de nouveaux chalets qui ont été commandés. Et pourquoi ils n'ont pas été distribués? Parce que les apparatchiks du pouvoir se déchirent pour les avoir. Voilà. Ils se déchirent pour les avoir, ils sont trop déchirés pour les avoir. Il n'y a qu'un seul arbitre qui doit décider, c'est M. Bouteflika. Et aux dernières nouvelles, ils ont reçu un camouflet de la part de M. Bouteflika qui leur a dit, d'après mes sources, vous ne les méritez pas.
Donc je garde le dossier bloqué, il utilise ces chalets pour récompenser, pour faire miroiter aux uns et aux autres des récompenses, pour faire miroiter aux uns et aux autres des promesses, et pour obtenir des uns et des autres des services. Donc on utilise encore une fois un train de vie luxueux pour avoir des avantages politiques. Mais en fait, le débat, parce qu'au-delà des chiffres de tout à l'heure, dont nous ne pouvons pas les authentifier, parce qu'effectivement, on parle pour le moment, rien que pour Tlemcen, de 450 milliards, s'ajoutent aux 500 milliards qui ont déjà été consommés. Les budgets de Club des Pins, le dernier chiffre, c'était 20 millions d'euros, mais d'après nos informations, c'est chaque année, il coûte au-delà de 30, voire 40, pas moins même de 50 millions d'euros par an. Pourquoi? Parce que quand on loge à Club des Pins, il y a des travaux qui sont à l'intérieur des chalets. Vous avez des anciens ministres qui y habitent toujours, qui n'occupent aucune fonction, à qui on a aménagé des piscines, à qui on a fait des travaux, d'autres d'autres par exemple qui ont élargi leur jardin, etc. Et tout ça, c'est pris en charge par quoi? Par l'argent du contribuable algérien. Je vous donne un exemple. On s'approche de la fin d'année. Savez-vous qu'au Club des Pins, chaque fin d'année, on offre de la bûche. On offre la bûche et les repas de fin d'année à tous les locataires, à tous les dirigeants. Et chaque année, imaginez les pauvres femmes de ménage, agents de nettoyage de Club des Pins, retrouvent de la bûche qui est jetée dans les poubelles. Parce que malheureusement, nos dirigeants n'ont pas le savoir-vivre, ils ne savent pas ce que c'est qu'une fin d'année, ni ce que c'est qu'une bûche. Mais Abdou Sammar, vous trouvez pas ça révoltant quasiment que des gens habitent dans des résidences somptueuses aux frais du contribuable, comme vous dites, que le président se soigne dans les meilleurs hôpitaux du monde, que les apparatchiks se soignent leurs bobos un peu partout, y compris dans les meilleures cliniques américaines, et que pendant ce temps, les Algériens crèvent la dalle, ils habitent dans des cages à poules, ils n'ont pas d'hôpitaux corrects pour se soigner. C'est quoi ça? Absolument. En fait, Jamel, le problème, il est plus que politique, il est socio-culturel. Le dirigeant algérien, y compris l'opposant, parce que qui habite à Club des Pins? On a même des opposants, et même des journalistes, mon cher Jamel, des patrons de presse, et certains patrons de télévision privée, qui habitent aussi à Club des Pins, qui bénéficient des avantages. C'est un problème socio-culturel. Le dirigeant algérien, à chaque fois, il justifie une portion de pouvoir par une portion d'avantages. Aujourd'hui, avec la crise budgétaire qui frappe le pays, pour moi, nous devons, nous les Algériens, notamment nous les jeunes Algériens, qui incarnons cette troisième voie, c'est-à-dire ni clan DLS, ni clan présidentiel, nous voulons absolument mettre sur la table un débat sur les avantages que prend l'officiel algérien, et faire un véritable débat et de dire un ministre algérien pourquoi il a besoin de 3 voitures. Il n'a pas besoin de 3 voitures. Pourquoi une voiture pour lui, pour ses gardes du corps et pour ses enfants qui doivent aller à l'école? Exemple concret, vous avez un pays africain qui est juste pas loin de chez nous, le Burkina Faso. Lorsque Thomas Sankara est arrivé au pouvoir, au Burkina Faso, il a imposé des simples arcades à tous les ministres. Nous, par exemple, nous avons une usine de simples voitures qui est la Symbole, fabriquée à Oran. Vous vous rendez compte, cette Symbole, la voiture algérienne, elle n'est même pas utilisée par les administrations publiques. Pourquoi un ministre algérien, il a une Mercedes ou une Volkswagen? Il n'a qu'à prendre une Symbole algérienne. Restez avec nous, Abdou Sammar. Je reviens à vous dans un moment. Je reviens à Adlan Zinaï, qui n'a pas pu s'exprimer encore. Adlan Zinaï, est-ce que vous m'entendez? Adlan Zinaï. Adlan Zinaï. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, très bien, voilà. Alors, dites-moi, nous allons donc... Toufiq, le général Toufiq, vient de faire une sortie publique en publiant une lettre dans des journaux où il dénonce le procès fait au général Hassan. Vous-même qui avez été juge d'instruction militaire, qu'est-ce que vous pensez de cette sortie dont le procès est encore en appel, nous dit-on? Est-ce que c'est correct ce qui a été fait? Est-ce que c'est normal? Enfin, le procès n'est pas en appel, hein, il est en cassation. En cassation, d'accord, parfait. Oui. C'est un pourvoi extraordinaire. D'accord. Personnellement, moi, je m'attendais à cette démarche depuis août-septembre 2015, bien avant sa destitution. Et je m'attendais à une contre-offensive. Pas de lui, bien sûr, personnellement, mais par ses relais
et que maintenant, cette action avait le mérite d'avoir fait tomber les rideaux et les voiles. Car on est vraisemblablement dans la contre-offensive, ou je dirais même dans la contre-révolution. Parce qu'il y a révolution au sein du palais. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez préciser votre pensée? Ma pensée, c'est qu'il a envoyé je vais dire les noms, Louisa Hennon, Khalid Saoudi, dans le cadre de l'initiative des 19, -5 ou -4 ou -3, en tête de pont, comme diraient les ingénieurs du génie militaire. Ça n'a pas pris vraiment, ils ont testé les réseaux sociaux, Facebook, ça n'a pas pris. Il n'y a pas eu de soutien, je reprends à leur démarche. Bien au contraire, les Algériens ne sont pas dupes, ils ont été ridiculisés. Comment voulez-vous que les Algériens suivent ou s'inscrivent dans une démarche derrière Louisa Hennon et derrière Khalida Toumi? Je dirais que c'est de l'amateurisme, même de sa part, de la part de M. Médienne. C'est-à-dire, d'après vous, c'est Tawfiq qui aurait incité ce groupe à se manifester sur la place publique pour essayer d'entraîner une dynamique et qu'il a mal calculé son coup? Mais bien sûr, pour moi c'est clair, c'est lui qui est derrière l'initiative. Il n'y a pas de doute. Mais sinon, et sa sortie, est-ce qu'il a calculé qu'en écrivant une lettre publique de ce genre, c'est la même chose, ça veut dire il n'allait pas susciter un véritable enthousiasme au sein de la population, puisque finalement ça a été une lettre morte, il n'y a pas eu de vraie réaction. Il n'y a qu'à, M. Jamel, il n'y a qu'à lire les termes et les mots que Mme Hennon emploie. Elle est carrément dans l'opérationnel. Elle est dans l'opérationnel. Elle cite, elle dit que, merci en général, votre message a été entendu 5 sur 5 par tout le peuple algérien. Je ne sais pas où elle a fait ce sondage de tout le peuple algérien. Et elle a dit que votre message, votre lettre et votre initiative en général, c'est le grain de sable qui va enrayer le mécanisme mortel. Initié par je sais qu'elle a l'immunité parlementaire, mais elle ne veut pas nommer les choses par leur nom. Elle ne veut pas dire qui est le pouvoir parallèle. Et qu'elle nous dise qui est le pouvoir parallèle. Et peut-être qu'elle veut dire que cette sortie sur le terrain signifie que les gens à qui elle est vraiment adressée, ça veut dire des militaires qui hésitent, pourraient donc prendre le train en marche et marcher dans la dynamique? Peut-être, oui, mais en entendant aujourd'hui, elle promet aux Algériens l'insurrection, carrément. Et l'ironie du sort, aujourd'hui ou hier, elle a fait une conférence de presse, elle a tenu une conférence de presse, elle saluait le rassemblement tenu à Ouargla pour contester la loi de finances 2016. L'année passée, au même endroit, au centre-ville de Ouargla, les chômeurs ont tenu un sitting de protestation. Elle les a traités de tous les colibés et de tous les noms. Vous êtes les agents du Mossad, du Qatar, de l'OTAN, de Wall Street, de l'impérialisme international. Et maintenant, ces mêmes contestataires, ils sont des héros à l'avant-garde du combat contre le pouvoir parallèle. Comment qualifiez-vous cette démarche? Pour moi, c'est la contre-offensive initiée par il faut nommer les choses par leur nom. Restez avec nous, on va demander à nos autres invités ce qu'ils pensent de votre commentaire sur la question. Hassan Lossef, vous avez écouté Maître Adlan Zinal qui pense que le groupe des 19-4 et toute cette effervescence, la sortie de Général Tawfiq, etc., procède d'une sorte de complot que Tawfiq serait derrière
j'allais dire, cette gesticulation, cette agitation? Premièrement, permettez-moi de m'incliner à la mémoire de toutes les victimes de la police politique algérienne et de la sale guerre en Algérie. Pour revenir à votre question, effectivement, un petit rappel d'événements conforte un petit peu cette thèse. En fait, le général Mzar est sorti a fait une sortie médiatique le 29 novembre dernier, où il a qualifié la condamnation du général Hassan de criminel et d'infamante. Par la suite, il y a eu la sortie des 19, ce qu'on a appelé les 19, moins 4, voilà, le 7 novembre. Et par la suite, il y a eu les manifestations de Rouiba, le 1er décembre. C'est des manifestations qui nous ont rappelé la CNVI de Rouiba, puis les TUSA d'Alger. Voilà, des manifestations qui nous ont rappelé l'étincelle qui a... 5 octobre 88. Voilà. Ouais. Donc là, on joue, si on veut, sur des traumatismes. Et le 4 décembre, il y a eu la fameuse lettre du général Touffiq. Oui. Premièrement, le général Touffiq commence sa lettre par ce mot, consterné par la condamnation faite contre le général Hassan. Il a été consterné, le général Touffiq. Par contre, il n'a pas été consterné par rapport aux 200 000 morts et aux 20 000 disparus. Il n'a pas été consterné par rapport à toutes les victimes qui ont été ciblées par des assassinats politiques, à toutes les victimes des atteintes aux droits de l'homme. Tout cela ne l'a pas consterné. Il n'a pas été consterné par les 126 morts en Kabylie en 2001. Il n'a pas été consterné par les victimes, les tueries du Mzab. Tout cela n'a pas consterné le général Touffiq. Il a été consterné par la condamnation du général Hassan, comme si la vie d'un général valait mieux que 200 000 morts, 20 000 disparus et toutes les victimes du régime algérien. Deuxièmement, il dit que ce général a travaillé dans le respect, le strict respect du code de travail. Oui. On n'a pas compris. On n'a pas compris ce que nous demanderons tout à l'heure à Adlène Zinaï, ce que ça veut dire, ça, dans le respect du code, pas du travail, du code de travail. De travail. Nous demanderons justement, profiterons de la présence d'Adlène Zinaï pour lui demander. Et puis, il demande à réparer une injustice. Mais bon sang, quand on a été aux affaires, quand on a été au centre des affaires pendant 25 ans, donc on a cautionné. Donc on a une responsabilité, une lourde responsabilité dans tous les malheurs qu'a connu le pays. On doit quand même avoir au moins la décence de ne pas utiliser ce genre de termes, de ne pas faire appel à la justice ou quoi que ce soit. Hassan Lossef, oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette confrontation entre Louisa Hennoun et Saadani, qui vraiment se tirent dessus les uns les autres avec de l'artillerie lourde. Hein. Ils vont de plus en plus loin, de plus en plus bas, et tous les mots sont permis, si je peux dire. Oui. En fait, premièrement, ces deux sorties sont vraiment désolantes, parce que cela donne le là de la déchéance du discours politique en Algérie. Quand on arrive à ce stade des échanges, c'est qu'il n'y a rien. Vraiment, c'est très inquiétant. Deuxièmement, cela montre que les sorties des uns et des autres sont liées aux luttes de clans au sein des hautes sphères du pouvoir. Du moins, dans le contexte actuel, les rôles des uns et des autres sont définis. C'est-à-dire que ces sorties-là ont au moins le mérite de nous éclairer sur le fait que ces acteurs nous éloignent des questions fondamentales qui concernent l'avenir de notre pays.
L'une de ces questions est justement liée à cette loi de finances qui pose problème. Avec cette loi de finances, excusez-moi, on a l'impression que l'éviction de ce général, du général Toufiq, avait pour prix l'abandon de la souveraineté populaire, de la souveraineté nationale sur les richesses du pays au profit des puissances étrangères. Et là, vous me permettez, si vous me permettez, mon cher ami Jamal Di. Oui, je vous en prie. Parce qu'il y a eu les députés qui ont manifesté. Je lance un appel solennel à tous les députés qui estiment représenter le peuple algérien au sein de l'APN à se retirer de cette APN. Parce que s'il y a eu un souci tactique de participation aux législatives de 2012, je pense, l'élément tactique de cette participation a été épuisé. Et vous pensez très sincèrement, Hassan Lossif, que votre appel a une chance sur 1 million d'être suivi, d'être écouté? Je l'espère. Sinon, l'élément tactique de la participation étant épuisé, il ne reste que l'attrait de la mangeoire. Restez avec nous, Hassan Lossif. Je reviens à Abdou Sammar. Abdou, d'abord, ce que nous dit Adlan Zinaï au sujet de cette initiative des 19, des sorties des uns et des autres. Il pense que c'est Toufiq qui est derrière, qui est en train d'agiter les uns et les autres et que, en l'occurrence, nous sommes face à une guerre des clans, en quelque sorte. Est-ce que c'est Toufiq en personne qui est derrière, Jamal? J'en ai pas la certitude. Je sais en tout cas, du moins, ce sont les réseaux parallèles des anciens cadres du DRS qui sont derrière. Madame Khalida Toumi a attendu uniquement le départ de monsieur le général Toufiq pour monter au créneau. Madame Louisa Hannoun, la même chose. Elle a soutenu énormément le régime. Elle a soutenu pratiquement le 4e mandat, les programmes présidentiels. Et maintenant, parce que l'ancien mentor est parti, donc tout le monde se révolte. Il est clair, il était précis. Je pense que même le dernier des Algériens l'a bien compris, ce jeu-là. Mais par contre, ce que nous n'avons pas compris, et là, moi, j'aimerais bien aborder avec vous une question importante, parce qu'au-delà des problématiques de guerre de clans, qui sont pour moi dangereuses, qui relèvent de la manipulation, il faut certainement pas se prêter à ce jeu dangereux. Par contre, il y a des débats et des informations qui ont été révélées qui mériteraient que nous les Algériens, nous mobilisons pour qu'enfin on puisse avoir la vérité là-dessus. Monsieur Saïdani a déclaré publiquement que pas moins de 4000 cadres algériens ont été emprisonnés suivant des rapports bidonnés. Monsieur Saïdani, quand il donne une information aussi importante, cela signifie qu'il a des dossiers. En sa qualité de patron du FLN, d'un parti proche du pouvoir, si ce n'est pas un parti au pouvoir. Pourquoi ce clan présidentiel qui prétend, par exemple, faire du bien pour le pays et démilitariser le pays et qui nous promet la démocratie, qu'est-ce qu'il attend alors, ce clan présidentiel, d'enclencher la justice afin de réhabiliter ces cadres? Ces cadres, ils ont fait de la prison. Moi, j'en connais des cas très précis qui ont fait 5 ans, 6 ans de prison et leur vie a été totalement détruite. Leurs femmes les ont quittés, leurs enfants ont été abandonnés. Certains, ils ont retrouvé leurs enfants dans les mêmes cellules qu'eux, parce qu'ils ont été abandonnés, se sont abandonnés au trafic de drogue. Qu'est-ce qu'il attend, M. Saïdani, s'il est vraiment crédible, d'enclencher la justice et de réhabiliter ces cadres, de réouvrir leurs dossiers et d'inculper ceux qui ont fait des rapports bidonnés? Je veux dire, à un moment donné, il faut dépasser les logomachis, les insultes inutiles et d'aller vers les véritables dossiers. Le dossier de ces cadres emprisonnés peut profiter de cette guerre des clans parce qu'il a été révélé, on nous a donné un chiffre. Qu'est-ce qu'on attend pour enclencher la justice? Où sont nos juges? Nos juges, ils ont un politique qui dit qu'ils ont été injustement emprisonnés par certains colonels, par des rapports bidonnés. Pourquoi nos juges ne bougent pas? Ne bougent pas pour redonner, réhabiliter et redonner de la considération à la dignité de ces personnes. Et vous y croyez, Abdou Sammar, la possibilité d'un juge algérien de se bouger? Vous y croyez vraiment? Moi, je crois qu'un homme, M. Jamal,
Moi, je crois qu'un homme, il a toujours son destin en main. À partir du moment où il y avait un Arbi Ben Mehdi, où il y avait un Didouche Morad, ou Hassib Ben Mbouali dans ce pays qui ont décidé de prendre leur destin en main, je pense qu'un juge algérien, s'il n'a pas le courage d'un Arbi Ben Mehdi, il a au moins le même nombre de neurones que lui, il est physiquement constitué comme lui, et il a le devoir moral de se saisir de ce combat. S'il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas réellement digne de son métier, et l'histoire, je le dis bien, je profite de ton antenne, l'histoire vous jugera, messieurs les juges, parce que vous aurez été complices de la destruction de plusieurs milliers de vies. Si vous ne faites rien, c'est que vous êtes complices de ces criminels. Alors, ne soyez pas dignes de l'Arbi Ben Mehdi, ils sont certainement plus courageux que vous, mais soyez au moins dignes pour le futur, soyez au moins dignes pour vos enfants qui devront parler de vous un jour. Merci Abdou Sammar, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Il nous reste à revenir à Adnan Zinaï qui n'a pas épuisé son temps d'intervention. Adnan Zinaï, cet accrochage de plus en plus musclé, pour le moins, entre Louisa Hennoun et Ammar Saadani, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, juste pour revenir au groupe des 19, Oui. il se peut qu'il y a dans le groupe des gens nés par un sentiment sincère. Mais en ce qui concerne le fer de lance ou les fers de lance, Louisa Hennoun et Khalida Tourné, là, c'est des autres calculs et une autre dimension. Ils ne sont ni pour l'intérêt entre guillemets national, ni rien du tout. C'est vrai, quand on pense par exemple à Lakhdar Bouaraga qui est dans le groupe, c'est difficile de penser qu'un tel homme puisse avoir été manipulé. Oui, c'est ça, c'est ça la désinformation. C'est la manipulation. Oui. Le maître espion a bien joué en ce qui concerne le début de l'initiative. Voilà ce que je peux dire. Mais sinon, au sujet de l'accrochage entre Saadani et Louisa Hennoun, Pardon? entre Louisa Hennoun et Saadani, comment pourriez-vous nous expliquer que les deux, qui étaient, comme vous venez de le rappeler, Louisa Hennoun défendait le régime bec et ongle, elle accusait même les travailleurs, les chômeurs, les gens qui osaient protester, elle les accusait d'être agités par la main étrangère, et puis Ammar Saadani aussi est le produit du système, son plus fidèle allié. Comment expliquez-vous que ces deux alliés du régime, ces deux personnalités très proches du président Bouteflika et du clan Bouteflika se chamaillent ainsi, se déchirent ainsi et se font la guerre ainsi sur la place publique? Non, je parle de 2015. Oui. En 2013, vraisemblablement, c'est Saadani qui a porté la première attaque contre le général Medir. Mais si vous parlez des dernières semaines ou des derniers jours, c'est le contraire. C'est Madame Hennoun qui s'est distinguée par une agressivité, une véhémence sans pareil. Moi, je pense, c'est mon analyse, l'autre camp, ou le camp qu'elle vise, n'a trouvé que M. Saadani, qui peut lui tenir tête sur ce terrain. Voilà. Mais sinon, d'après vous, Maître Zinaï, comment ça va se passer? Est-ce que ces clans respectifs reposent sur de véritables forces? Est-ce que le régime maîtrise un peu tout le monde et ce sont des forces périphériques qui s'affrontent? Ou est-ce qu'en l'occurrence, nous avons affaire à deux clans d'égale importance qui s'affrontent? Écoutez, M. Jamal Bin, le vrai parti d'opposition en Algérie, c'est le baril du Brent. Et celui qui fait peur au régime. Ça, c'est clair. Oui. Maintenant, si vraiment Louisa Hennoun, Khalida Tourné, les ex du DRS, pas tous les retraités, les ex du DRS, je pèse mes mots, Oui. avaient une assise populaire, réelle, là, le péril ou le danger existerait. Mais, pour moi, ils sont finis. C'est de l'histoire maintenant. Leur pouvoir de nuisance, ils l'ont testé et c'est pas grand-chose. À ce stade, c'est pas grand-chose.
Pour revenir à Madame Hennoun qui nous fait passer, dans son intervention de merci mon général, Monsieur Medine comme le sauveur du trésor, de la trésorerie Algérie, je vais lui faire savoir qu'en 2003, 12 ans avant, je lui ai adressé une lettre à travers le général Mohamed Al-Ammari, Allah yarhamou, ala kulli hal, par le concours de M. Bentikou, Allah yarhamou bil khair Mohamed. Il m'a donné sa une du journal le matin. Et je lui ai écrit noir sur blanc à M. Al-Ammari et à M. Medine, il y a péril en Algérie déjà en 2012 pour la dilapidation et la corruption, surtout à son attaque. Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. 2003, 4, 5, 6, 7, rien, absolument rien. Une dernière question, Adlan Zinaï. Est-ce que, pardon, comme certains opposants, très intègres au demeurant, vous pensez qu'il y a un clan de l'armée, un groupe du moins de l'armée, au très haut niveau de commandement, qui serait contre le clan Bouteflika? Là, c'est des supputations. De toute façon, la situation est interchangeante. Rien n'est stable, rien n'est durable. Depuis une année maintenant, la situation est interchangeante. Et je dirais même volatile. Dans 24 heures, 48 heures, il peut se passer on peut passer du noir au blanc et du rouge au vert. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire sur ce sujet. Très très bien. Je vous remercie, Adlan Zinaï, merci pour votre participation. Merci à Hassan Lossif, merci à Abdou Sammar. En guise de conclusion, je reprendrai cette remarque, cette citation ô combien opportune de Adlan Zinaï. Tout peut arriver. En moins de 24 heures, tout peut passer du noir au blanc et du rouge au vert. Cette émission est maintenant terminée. Merci pour votre aimable attention. Au plaisir de vous revoir. Salam alaikum. Wa ala khair.